Ils m'ont appelé pour que je rentre à la maison, en sanglotant à propos de la faillite imminente de l'entreprise familiale. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Mon appartement à Sunnyvale, en Californie, était mon sanctuaire. Ces lignes épurées, le léger parfum de café fraîchement préparé et le bourdonnement discret de mes serveurs formaient un contraste saisissant avec le monde chaotique, souvent étouffant, dans lequel j'avais grandi. À 35 ans, moi, Marcus, ingénieur logiciel au cœur de la Silicon Valley, j'avais construit une vie de réussite discrète. Mes journées étaient remplies d'algorithmes complexes, de codes élégants et de la satisfaction de résoudre des problèmes sophistiqués. Professionnellement, je m'épanouissais. Sur le plan personnel, eh bien, c'était une autre histoire. Malgré les distinctions, un salaire respectable, et la liberté qu'offrait mon indépendance, je portais un poids invisible. Une douleur enfouie au fond de ma poitrine. Un besoin viscéral de quelque chose que je n'avais jamais vraiment reçu de mes parents, une approbation inconditionnelle. J'avais toujours été le bon fils, le fiable, celui qui réussit sans bruit. Mon frère aîné David, quant à lui, était l'enfant prodige, charismatique, charmant, toujours au centre de l'attention. Il se délectait d'un projecteur que je convoitais en silence. Notre famille, ou du moins, nos parents semblaient accorder plus d'importance aux apparences et à la stabilité financière qu'à tout le reste. Notre maison, soigneusement entretenue, ressemblait moins à un foyer chaleureux qu'à une scène savamment décorée pour leur vie, où David était la vedette, et moi, un figurant. Je me souvenais de nombreuses fois où j'avais mis les besoins de la famille avant les miens, souvent à mes dépens. Il y eut cette fois où j'avais discrètement remboursé les dettes universitaires de David à Mountain College, une somme que mes parents n'avaient même jamais reconnue que j'avais payée. Et puis, cette crise financière mineure, il y a quelques années, dans l'entreprise familiale de construction, la fierté et la joie de mon père. Mes interventions discrètes, mes solutions sensées et un prêt inattendu les avaient sortis d'un mauvais pas. Leur réponse avait toujours été la même, un geste vague de la main, c'est ce que la famille fait, Marcus. On ne compte pas les points. Cette phrase, autrefois censée être rassurante, était lentement devenue un fardeau subtil. Un rappel constant que mes efforts étaient attendus, mais jamais véritablement célébrés. Elle s'était gravée en moi, alimentant un besoin profond de me prouver digne, d'être enfin assez pour eux. C'était mon talon d'Achille, mon point aveugle, ce désir inébranlable de leur validation, qui me rendait perpétuellement vulnérable. L'appel en pleine nuit me réveilla en sursaut. Ce n'était pas David, comme c'était souvent le cas en période de crise nécessitant mon intervention silencieuse. C'était ma mère. Sa voix, mince et brisée, était chargée de sanglots qui éveillaient quelque chose de primitif en moi. Puis ce fut mon père, inhabituellement bouleversé, qui prit le téléphone. « Marcus, mon fils ?» Sa voix tremblait. « C'est fini. L'entreprise, tout est perdu. Nous faisons faillite. Nous allons perdre la maison. » La pure désespérance dans sa voix, cette peur brute, me transperça comme un couteau. Le silence confortable de mon appartement, habituellement si apaisant, me parut soudain froid et vide. La panique me saisit. Un nœud familier de culpabilité et de responsabilité se resserrait dans mon estomac. L'idée que mes parents puissent tout perdre, ce qu'ils avaient construit, leur héritage, leur maison, c'était insupportable. Mon esprit s'emballa, non pas de doute, mais d'un besoin profondément enraciné, presque pavlovien, de réparer les choses. D'être le héros que ma famille prétendait avoir besoin. Je n'hésitais pas. Je jetai quelques vêtements dans une valise. Je réservai un billet aller simple pour le premier vol au départ de l'aéroport de San Francisco. Et je vidai mes économies d'urgence pour un tarif exorbitant de dernière minute. Ma vie planifiée au millimètre dans la Silicon Valley, mes projets passions, tout me sembla insignifiant comparé à la crise familiale. Ma poitrine se serra, comme si du fil barbelé s'enroulait autour de mes poumons. La peur de leur ruine éclipsait toute pensée rationnelle. Le vol ne fut qu'un brouillard d'anxiété et d'espoir désespéré. Les kilomètres entre la Californie et notre maison familiale en banlieue de l'Ohio s'étiraient à l'infini. J'essayais de me préparer mentalement au chaos, au désespoir que j'imaginais. Mais lorsque le taxi s'arrêta dans la rue bordée d'arbres si familière, quelque chose clochait. La maison, une grande coloniale aux pelouses soignées et aux azalées fleuries, semblait exactement la même. Aucune énergie frénétique, aucun signe de détresse, pas de cartons empilés à la hâte. L'air, habituellement lourd de tension lors des urgences familiales, ne portait que le parfum réconfortant mais presque moqueur du rôti de ma mère en train de cuire. Mes parents, debout sur le pas de la porte, avaient l'air fatigués mais pas brisés. Les yeux de ma mère étaient gonflés, mais son maintien restait intact. Mon père, d'ordinaire un pilier de stoïcisme, semblait grave, mais pas effondré. Et puis il y avait David, adossé au chambranle de la porte, manifestement présent, avec un léger, presque imperceptible, sourire narquois sur les lèvres. « Content que tu sois là, petit frère » lança-t-il d'un ton désinvolte.
Mais cela sonnait comme une pique. Une petite flèche acérée face à mon retour précipité. Son accueil habituellement bruyant avait été remplacé par un silence presque suffisant. Ils me conduisirent directement au salon, où une réunion familiale solennelle était déjà en cours. L'air était chargé de mots non dits mais pas ce que j'attendais. Des papiers, épais, des documents à l'aspect officiel, étaient étalés sur la table basse en acajou brillant. Mon estomac se noua. Ce n'était pas la réunion de famille désespérée que j'avais imaginée. C'était tout autre chose. Mon père, prenant sa place habituelle en tête de la vieille table en acajou, s'éclaircit la gorge. Sa posture était rigide. Le parfum fort de son après-rasage habituel, autrefois synonyme de stabilité, portait à présent une note troublante. Comme une mélodie familière légèrement fausse. Il commença à expliquer la situation financière désastreuse de Sterling Builders, l'entreprise de construction familiale qu'il avait bâtie à partir de rien. Il parlait avec des termes vagues et corporatistes, restructuration de dettes, mobilisation d'actifs, injection de capitaux pour traverser la tempête. Ma mère était assise à côté de lui, tamponnant de temps en temps ses yeux avec un mouchoir en dentelle délicat. Ses sanglots paraissaient un peu trop théâtraux, comme une performance à laquelle on attendait de moi des applaudissements. David, juché sur l'accoudoir du canapé, hochait parfois la tête, ponctuant la conversation d'un soupir dramatique ou d'un murmure compatissant qui me tapait sur les nerfs. Puis vint la bombe. « Marcus, dit mon père, en poussant une pile de papier sur le bois poli. Nous avons besoin de ton aide, de ton sens financier. » Il désigna les documents du doigt. Il ne s'agissait pas seulement de consolider des dettes. Il parlait d'assigner mon héritage futur directement aux actifs de l'entreprise, pour la sauver. « C'est pour la famille, Marcus, » murmura ma mère d'une voix fragile, avec un tremblement calculé qui, d'ordinaire, faisait céder ma résolution. Nous avons travaillé si dur pour cette entreprise, pour notre héritage. Nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce, une injection temporaire. Une partie froide et analytique de mon cerveau, celle qui prospère sur la logique et le débogage, détecta immédiatement des incohérences. Les chiffres ne collaient pas. Certains comptes semblaient anormalement gonflés, d'autres étrangement vides. Les échéanciers paraissaient trop nets, trop pratiques. Je demandai à examiner les documents en détail, d'une voix calme malgré la suspicion croissante qui enflait dans ma poitrine. Mon père ricana un son méprisant, tristement familier. « Tu doutes de ta propre famille, Marcus ? C'est ça que signifie la famille pour toi, murmura-t-il, sa voix se brisant sur le dernier mot. Mais ses yeux, d'ordinaire expressifs, étaient glacés, d'une intensité implacable qui me glaça le sang. C'était une accusation à peine voilée, une tactique classique de manipulation émotionnelle qu'ils avaient perfectionnée au fil des ans. Ma mère ajouta. « Nous voulions juste que tu nous aides, Marcus. » Est-ce trop demandé, après tout ce que nous avons fait pour toi ? La culpabilité familière commença à bouillonner en moi, mais cette fois, elle avait un goût métallique étrange, celui de la colère. Il ne s'agissait pas simplement d'argent. C'était une tentative de manipulation. Mon esprit analytique, habitué à scruter les lignes de code à la recherche d'erreurs cachées, se mit instinctivement à scanner les chiffres, à croiser les dates, à chercher l'anomalie dans leur récit soigneusement construit. Les données ressemblaient à un jeu d'enfant, un patchwork de chiffres fabriqués pour paraître officiel. Ce n'était pas une détresse financière authentique. C'était une supercherie soigneusement orchestrée. Mon instinct hurlait, quelque chose ne tourne vraiment pas rond ici. Poussé par une gêne vague mais croissante, pas encore une suspicion complète, je décidai de prendre une mesure préventive. Pendant que mes parents étaient distraits, débattant de quelques jargons juridiques sans importance, j'activai discrètement l'enregistreur vocal sur mon téléphone. Je le plaçai subtilement sous le bord de la table basse, hors de vue. Ce n'était pas encore un acte de rébellion ouvert, mais une habitude née de longues années à naviguer parmi des promesses d'entreprise vagues et de mon besoin personnel d'avoir des preuves claires. Je voulais juste me souvenir précisément de leur explication, pour l'analyser plus tard, pour comprendre ce sentiment troublant qui bouillonnait en moi. Sous prétexte d'avoir besoin d'un moment pour traiter les documents volumineux, j'envoyai rapidement un message à Sarah. Sarah Reynolds était une vieille amie de la famille, une femme redoutable, qui s'était forgé une solide réputation comme avocate spécialisée en succession à Columbus. Nous étions restés vaguement en contact au fil des ans, principalement à travers des cartes de vœux ou quelques messages sur LinkedIn. Besoin de ton avis de toute urgence. Affaire de famille. Peux-tu examiner quelques documents plus tard ? J'écrivis en espérant qu'elle ne serait pas trop occupée. Sa réponse arriva presque instantanément. Envoie-moi tout ce que tu veux. Et Marcus, ne signe rien avant que je l'ai vu. Ces mots, simples mais fermes, furent comme une bouée de sauvetage, une petite lumière rationnelle dans la tempête émotionnelle qui grondait autour de moi. Tandis que je faisais semblant d'examiner les papiers avec soin, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Mes doigts effleurèrent une enveloppe fine et vieillie,
glissée dans un dossier apparemment sans rapport, presque caché parmi les formulaires de faillite à l'apparence officielle. Elle m'était adressée, dans l'écriture élégante et distinctive de mon grand-père. À l'intérieur, une lettre fanée son testament. Il y décrivait clairement un héritage de 5 millions de dollars, spécifiquement destiné à moi, à verser dans 2 semaines pour mon 35e anniversaire. La réalisation me frappa comme un coup physique. Un froid glacial se répandit dans ma poitrine, me glaçant jusqu'aux os. Il ne s'agissait pas de sauver l'entreprise. Il s'agissait de me voler mon argent. La profondeur de leur tromperie, leur cruauté calculée, me coupa le souffle. Je fixai la photo de famille sur la cheminée un mois plus jeune, souriant et maintenant recadré par un cadre desserré, et je ressentis un profond isolement. La maison, autrefois symbole de mes racines, me parut désormais une cage dorée. Chaque photo de famille sur les murs ressemblait à une accusation. Ma colère initiale se transforma en une fureur glacée, empreinte de justice. La trahison était si profonde qu'elle me donnait la nausée, un goût amer dans la bouche. Et puis David parla à nouveau, confirmant sa participation active dans le plan. « Allez Marcus, dit-il d'un ton traînant, supérieur, condescendant à chaque mot sa signature. Il avait toujours eu ce besoin d'avoir le contrôle, d'avoir le dessus. Ne sois pas égoïste, c'est pour la famille. Tu as toujours été si distant de toute façon. Il est temps que tu contribues réellement. » Ces mots, destinés à blesser, ravivèrent un souvenir encore plus douloureux. Des années auparavant, enthousiasmé par mes premières idées, j'avais stupidement partagé les détails d'un concept logiciel révolutionnaire pour un marché de niche, un projet dans lequel j'avais mis mon âme, avant même de partir pour la Silicon Valley. J'avais fait confiance à David, croyant qu'il s'intéressait sincèrement. Dans cet instant de lucidité intense, assis là, entouré de leurs mensonges, j'ouvris mon ordinateur portable. J'accédai discrètement à mon espace de stockage sécurisé dans le cloud. Une recherche rapide confirma mes pires craintes. David avait lancé une application étonnamment similaire, couronnée de succès, des années plus tôt. Il avait discrètement utilisé mon concept précis. Des captures d'écran comparatives montraient mes documents de conception originaux, les échanges de mails initiaux où j'avais naïvement partagé mes idées, et même des similitudes subtiles dans le code que j'avais depuis analysé. La date de lancement public de son application coïncidait étrangement avec notre conversation informelle d'alors. Ce n'était pas simplement une question d'argent. C'était un schéma plus ancien, plus profond, de vols intellectuels et émotionnels. Cette prise de conscience glaciale fut comme une dernière écharpe dans mon cœur déjà fissuré. L'ampleur des 2 trahisons, le stratagème financier de mes parents, et le vol calculé de David sur ma propriété intellectuelle me broya de l'intérieur. Assis là, dans ce salon opulent qui ressemblait désormais à une cage dorée, je me sentais vidé par ces trahisons croisées. L'inquiétude feinte de mes parents, toujours là, me poussait sans relâche à signer. David, avec ce sourire autosatisfait que je connaissais si bien, m'observait tel un faucon. Le poids des années et des années à chercher leur approbation, à être le bon fils constamment ignoré, à me sentir inadéquat malgré mes succès silencieux s'abattit sur moi. C'était le jour du point de bascule. Une vague de nausées m'envahit, menaçant de m'engloutir tout entier. L'air, chargé de leurs mensonges, devenait étouffant. Mais alors, une étincelle. Un souvenir lointain de mon grand-père, un homme d'une intégrité inébranlable, dont la force tranquille avait toujours été une lumière silencieuse dans ma vie. Un écho de ses paroles. Marcus, ne compromets jamais tes principes. Ton respect de toi-même est ton bien le plus précieux. Ces mots, combinés à mes propres valeurs fondamentales, l'honnêteté, l'équité, le courage, allumèrent une flamme en moi. Non. Je ne serai pas leur victime. Pas cette fois. La douleur écrasante se transforma lentement en une détermination froide et limpide. Je ne céderai pas dans l'émotion. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir brisé. Je combattrai avec la logique, avec la vérité, avec les armes que je maîtrisais le mieux. Je pris une profonde inspiration pour me stabiliser. Le goût métallique de la colère emplissait ma bouche, bientôt remplacé par une sensation grisante, la détermination. Mon cœur tambourinait follement dans ma poitrine, mais mes mains étaient stables. Je saisis le stylo. Une pause théâtrale, laissant la tension envahir la pièce. Mes parents se penchèrent en avant, leurs yeux brillants d'anticipation, leur visage un mélange de fausse inquiétude et d'impatience mal dissimulée. Le souffle de mon père se bloqua, sa façade soigneusement construite commençait à se fissurer. David se tortilla, un éclat de triomphe dans le regard. Il pensait avoir gagné. Juste un instant, murmurai-je. Ma voix calme, presque détachée, malgré l'ouragan qui faisait rage en moi. Je fis semblant de lire la dernière page des documents de faillite, les laissant savourer leur victoire supposée. Le silence s'étira, rythmé uniquement par le tic-tac lointain de l'horloge grand-père dans le couloir et les battements frénétiques de mon cœur.
Puis je regardai mon père droit dans les yeux, mon regard fixe, une flamme froide dans les pupilles. « Papa, dis-je. » Ma voix était posée, claire, tranchante dans le silence tendu. « Avant de signer, il y a quelque chose que je dois partager. À propos de la véritable raison pour laquelle vous m'avez appelé, et d'autres choses qui pourraient intéresser tout le monde. » Leurs yeux s'agrandirent. La main de ma mère, en train de saisir une tasse de thé en guise de célébration, s'arrêta net dans les airs. Le sourire satisfait de David disparut, remplacé par une lueur de confusion, puis d'alarme. Je commençai avec la première vérité, celle qui m'avait transpercé le cœur quelques heures plus tôt. Avec une lenteur délibérée, presque théâtrale, je sortis la copie fanée du testament de mon grand-père. Ce n'était pas qu'un document. C'était une matérialisation physique de leur avidité. Une accusation silencieuse. Je le déposai doucement sur la table basse en acajou brillant. Le papier crissa légèrement dans le silence soudain et profond. L'entête était clairement lisible. Testament de Arthur Sterling. Et, en dessous, mon nom, explicitement associé à un héritage de 5 millions de dollars. Leurs visages perdirent toute couleur. Une pâleur glaciale, presque grotesque, se répandit sur leurs traits. Les yeux de ma mère, d'ordinaire si expressifs, étaient maintenant écarquillés de stupeur et de peur. La mâchoire de David se contracta, son regard allant du document à mon visage impassible. Sans rompre le contact visuel, je tendis la main sous la table, là où se trouvait mon téléphone, toujours en train d'enregistrer discrètement. Je tapai l'écran. Et la pièce fut remplie de voix familières, amplifiées par le haut-parleur externe. Les sanglots simulés de ma mère. Ses supplications tremblantes à propos de la faillite. La voix agitée de mon père. « Marcus, fils, on va tout perdre. » Et puis les remarques méprisantes de David. « Tu as toujours été le fils ingrat qui ne se soucie pas de la famille. » Chaque mot manipulateur, chaque mensonge, chaque émotion feinte résonna dans le silence devenu assourdissant. Le son de leur propre voix exposée à haute voix était une symphonie brutale de tromperie. Les accusations qu'ils m'avaient lancées quelques instants plus tôt jaillissaient désormais du téléphone, retournées contre eux. Ma mère poussa un cri aigu, étranglé. Le visage de mon père, un instant plus tôt masqué par la colère, se tordit en un mélange grotesque de rage, de confusion et de peur. David, le visage cramoisi, se jeta sur mon téléphone, la main tendue. Mais je le retirai rapidement, le tenant fermement. « Non, dis-je. » Ma voix calme, presque détachée, rendait l'accusation encore plus percutante. Que tout le monde l'entende. Que tout le monde comprenne pourquoi je suis ici. Puis je tournai mon ordinateur portable vers eux. L'écran s'illumina, affichant la preuve irréfutable du vol de propriété intellectuelle commis par David. Des captures d'écran côte à côte montraient mes documents de conception originaux d'il y a des années, les premiers wireframes, les algorithmes spécifiques. Et même des fragments de code que j'avais écrits. Juxtaposés à l'application à succès de David. Je fis défiler les échanges de mails datant d'années, mettant en lumière mes messages naïfs et confiants, partageant mes idées révolutionnaires avec lui. Et ses réponses faussement intéressées, ses réponses désinvoltes. Il y avait même les horodatages des dépôts de brevets publics montrant que mes concepts précédaient les enregistrements officiels de son entreprise. C'est drôle, hein David, dis-je, ma voix tranchant le silence. Comme nos idées indépendantes se ressemblent étrangement, ou à quel point il t'était pratique d'emprunter les miennes, après que je te les ai partagées en toute confiance. Mes mots étaient calmes, presque cliniquement précis, rendant l'accusation encore plus dévastatrice. Le visage de David, jusque-là figé dans un masque d'incrédulité furieuse, se décomposa. Il balbutia des mots incohérents, incapable de formuler une phrase. « Tu es en train de tout foutre en l'air, Marcus, hurla-t-il, sa voix se brisant. La façade polie de l'enfant prodige s'effondra enfin. Tu fais toujours ça. T'es juste jaloux de mon succès. Il se jeta de nouveau, cette fois vers l'ordinateur, ses gestes désespérés. Mais je me décalai, le maintenant hors de sa portée. Mon père, reprenant un semblant de contrôle, s'avança, les yeux flamboyants. Marcus, comment as-tu pu? C'est la famille. Tu es en train de nous détruire, rugit-il. Mais sa voix manquait de la conviction habituelle, ternie par les preuves irréfutables résonnant encore dans la pièce. Ma mère, la main sur la poitrine, poussa un gémissement. Ses larmes, cette fois, étaient sincères mais nées d'une humiliation brute, pas de chagrin. Elle semblait anéantie. Son délicat mouchoir en dentelle gisait, oublié, sur la table. La notaire, qui avait été une spectatrice silencieuse, les yeux écarquillés devant cette révélation explosive, recula visiblement. Son visage était pâle, son calme envolé. Elle rassembla précipitamment ses papiers, balbutia une excuse à propos d'un rendez-vous urgent. Et quitta pratiquement la maison en courant,
ses pas précipités résonnant à travers l'entrée. Je restai debout, solidement ancré, ma voix ferme. Mon regard ne vacilla pas, non, dis-je, en regardant successivement mon père, puis David, puis ma mère. C'est vous qui avez tout gâché. Vous avez choisi la cupidité plutôt que la famille. Vous avez choisi la manipulation et la tromperie. Moi, je ne fais que révéler la vérité. C'était ma chanson du cygne, livrée calmement, doucement, mais de façon dévastatrice. Le silence qui suivit fut absolu, seulement rempli des échos persistants de leurs mensonges mis à nu. Les conséquences de cette soirée semblaient tout droit sorties d'un film au ralenti, chaque détail gravé dans ma mémoire avec une clarté douloureuse. L'air du salon, autrefois imprégné de l'odeur du rôti de ma mère, empestait désormais les secrets révélés et les illusions brisées. Mes parents, autrefois figures d'autorité imposante dans ma vie, semblaient rapetisser sous mes yeux. David, toujours si sûr de lui, était devenu une loque tremblante, son visage déformé par un mélange pathétique de fureur et de désespoir. Je suis parti ce soir-là, non pas dans un rugissement triomphant, mais avec une lassitude profonde, une fatigue dans les os, portant le fantôme d'une famille qui n'avait jamais réellement existé. Le lendemain matin, le premier appel que je fis fut pour Sarah Reynolds. Sa voix calme et professionnelle fut une bouée de sauvetage dans le chaos émotionnel qui m'engloutissait. « Marcus, dit-elle, son ton compatissant mais ferme, tu as fait ce qu'il fallait. Les preuves que tu as présentées sont accablantes. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est une déclaration. Je lui ai tout envoyé par mail, l'enregistrement, le testament, les captures d'écran du logiciel volé par David, toutes les incohérences soigneusement documentées que j'avais trouvées dans leurs faux papiers de faillite. Elle lança une action en justice redoutable contre David pour vol de propriété intellectuelle et, séparément, initia le processus légal pour garantir que mon héritage me soit transféré entièrement, hors d'atteinte de leur manipulation. La procédure fut éprouvante. David, poussé par son ego meurtri et les supplications désespérées de mes parents, tenta de se battre. Il engagea une équipe d'avocats puissants pour discréditer mes accusations, essayant de me faire passer pour le fils ingrat qui cherche à détruire sa famille. Mais les preuves étaient irréfutables. Sarah, une véritable force de la nature au tribunal, exposa tout au grand jour. L'enregistrement, preuve directe de leur plan manipulateur, fut diffusé au tribunal. Mes documents de conception originaux, horodatés et irréfutables, furent comparés côte à côte avec l'application de David, si étrangement similaire. La vérité, laide et brute, ne pouvait plus être niée. Le caractère public du procès fut dévastateur pour David. Son image soigneusement construite d'entrepreneur brillant, bâtie sur mes idées volées, s'effondra de manière spectaculaire. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire, fascinés par ce drame familial qui éclatait au sein de ce qui avait autrefois été vu comme un pilier de la communauté. Son masque social, cette façade de charme et de génie, se fissura irrémédiablement. Il fut contraint de verser un règlement substantiel, une humiliation publique à laquelle il ne put échapper. Son entreprise, bâtie sur mes idées volées, subit un contre-coup public et financier sévère, devenant finalement un exemple à ne pas suivre dans les cercles économiques locaux. Mes parents aussi subirent les conséquences de leurs actes. Même si Sterling Builders n'était pas réellement en faillite, leur réputation, elle, l'était. Les murmures se transformèrent en condamnations ouvertes. Leurs tentatives de regagner leur statut social, d'organiser leurs habituels événements caritatifs ou rencontres civiques, furent accueillis par le scepticisme, la froideur et un mépris à peine voilé. Les gens voyaient enfin à travers leur mascarade soigneusement orchestrée. Leur besoin constant de validation extérieure ne dupait plus personne. Leur masque social s'était fissuré, les laissant exposés, isolés et profondément honteux. Leurs appels cessèrent. Le silence était assourdissant, un contraste frappant avec leurs anciennes manipulations téléphoniques. Mais cette fois, c'était un silence que j'accueillais avec soulagement. Couper les ponts avec mes parents et David fut une douleur immense, une blessure profonde, un deuil de la famille que j'avais espéré avoir, de cette vision idéalisée que j'avais entretenue si longtemps. Il y eut des jours où le chagrin était si intense qu'il se manifestait comme une douleur physique dans ma poitrine. Le silence de leur part, l'absence d'excuses, l'absence totale de toute tentative de réconciliation confirma ce que j'avais toujours soupçonné, leur amour était conditionnel, lié à ce que je pouvais leur apporter, et non à qui j'étais. Mais au milieu de ce chagrin, un sentiment de libération grandissait. C'était une coupure nécessaire pour ma propre survie mentale et émotionnelle. À l'issue du combat judiciaire, les 5 millions de dollars d'héritage me furent entièrement transférés. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de principe. La validation de ma propre valeur. La preuve incontestable de leur trahison. C'était un symbole de liberté. Une représentation tangible de la valeur qu'ils avaient tenté de me voler. J'ai investi cet argent avec sagesse, assurant mon avenir financier,
mais plus important encore, en investissant dans ma tranquillité d'esprit et la construction d'une vie pleine de joie authentique. Mon parcours ne s'est pas arrêté à la victoire juridique. Les cicatrices émotionnelles étaient profondes, et je savais que je ne pourrais pas guérir seul. J'ai entamé une thérapie professionnelle, un chemin long et souvent douloureux de découverte de soi. Un processus pour défaire des années de culpabilité inculquées, pour réapprendre à faire confiance à mes instincts, et surtout, pour apprendre à poser des limites fermes et sans excuses. J'ai reconnu les schémas passés de manipulation, de gaslighting, de chantage émotionnel, et je me suis armé des outils nécessaires pour en être libéré définitivement. J'ai compris que ma valeur ne dépendait pas de leur approbation. Que mon bonheur ne dépendait pas de leur acceptation. Pendant cette période, j'ai trouvé une nouvelle famille non liée par le sang, mais par une connexion sincère et un soutien indéfectible. Sarah, mon brillante avocate, est devenue une confidente, une mentor et une véritable amie. Sa force tranquille et son intégrité furent une source d'inspiration constante. Mes amis les plus proches de l'université et de la Silicon Valley, qui avaient observé mes luttes de loin, se sont ralliés autour de moi, m'offrant une compréhension et une acceptation inconditionnelles. Ils ont écouté sans jugement, célébré mes petites victoires et accueilli mon chagrin. « Tu n'es pas seul, Marcus », m'a dit un soir Sarah, sa main posée doucement sur mon bras. La vraie famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par la loyauté et le respect. Tu l'as mérité au centuple. J'ai trouvé de la connexion dans des valeurs partagées, dans le respect mutuel, dans une affection sincère, pas seulement dans l'histoire commune ou les liens génétiques. J'ai poursuivi mon travail dans la Silicon Valley, désormais avec un objectif et une passion renouvelée. L'énergie créative qui avait autrefois été étouffée par mon besoin constant de validation extérieure circulait désormais librement. J'ai lancé de nouveaux projets, exploré des idées innovantes, non pas pour obtenir l'approbation de mes parents, mais pour la simple joie de créer et la satisfaction de contribuer à quelque chose de significatif dans ce monde. Je ne fuyais plus quelque chose. Je courais vers un avenir bâti selon mes propres termes, défini par mes valeurs, entouré de personnes qui m'aimaient vraiment. Ce voyage m'a appris des leçons profondes. L'importance du respect de soi et des limites personnelles est devenue une évidence. J'ai compris que poser des limites n'est pas égoïste. C'est un acte de préservation. Une déclaration de sa propre valeur. J'ai redéfini ce que la famille signifiait réellement pour moi, une connexion choisie, fondée sur la confiance, le respect et le soutien mutuel, et non sur l'obligation ou la manipulation. Et peut-être plus important encore, j'ai appris le pouvoir transformateur de l'affrontement des vérités difficiles, même lorsqu'elles mènent à des fins douloureuses. Il faut un courage immense pour affronter la laideur de la trahison, mais ce n'est qu'en la confrontant que l'on peut vraiment guérir et trouver la liberté. Mon cœur porte encore des cicatrices, souvenirs des blessures infligées. Mais elles ne sont plus des marques de victimisation. Ce sont des symboles de ma résilience, de la force que j'ai trouvée en moi quand tout ce que je croyais connaître s'est effondré. Je suis sorti des cendres, non pas identique à celui que j'étais, mais entier d'une manière nouvelle, plus profonde, authentique, ancrée, et véritablement libre. Ce voyage m'a appris que parfois, les adieux les plus douloureux mènent aux salutations les plus authentiques. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez dû choisir entre votre propre bien-être et le maintien des apparences familiales? Quel a été votre déclic? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Redéfinissons ensemble ce que signifie réellement être une famille.